L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, donc Pierre Moscovici, nous sommes avec Mickaël de vous accueillir ce matin et le moins qu'on puisse dire c'est que les sujets ne manquent pas. Il y a Mittal, l'accélération du dispositif du crédit d'impôt, évidemment le chômage et puis ce qui se passe à droite. Alors je sais bien que c'est pas la spécialité du ministre de l'économie d'un gouvernement de gauche de commenter ce qui se passe à droite, mais c'est vrai que ça devient une affaire puisqu'il y a même un certain nombre de responsables socialistes comme la sénatrice Laurence Rossignol qui demande à Nicolas Sarkozy, si je puis dire, de se calmer ou alors de quitter le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison ? Tout ça, c'est absolument pas mon affaire. Je suis ministre de l'économie et des finances. La France connaît un chômage élevé. Nous faisons face à une dette publique qui est insoutenable. Nous avons des difficultés de compétitivité. L'Europe a besoin d'être stabilisée, puis relancée. C'est à ça que je me consacre. Mais en même temps, je suis un citoyen, donc un spectateur d'une certaine façon. Je connais un peu la politique. Et là, je dois dire que tous les jours, on a son lot de surprises. C'est vraiment le pire de ce que la politique peut produire. C'est atterrant, sidérant, inexplicable. Mais je vais vous dire, ça donne au gouvernement, ça donne à la majorité un devoir supplémentaire. Si la droite veut se déchirer, si elle veut sombrer dans l'indignité, c'est regrettable pour la démocratie française, mais c'est son affaire. Nous devons davantage encore être aux côtés des Français, traiter les problèmes du pays, redresser la France, qui d'ailleurs se trouve dans un état, disons, avec à la fois des forces et des faiblesses, tel qu'on nous l'a laissé. Et donc, mais est-ce qu'on peut encore employer cet argument-là 6 mois après concernant le chômage et les 45 000 supplémentaires? Écoutez, les choses sont assez simples. Hélas, moi je pense à ces personnes. J'y pense d'autant plus que c'est dans la région où je suis élu, la Franche-Comté, que l'augmentation a été la plus forte. Donc je vois de quoi il s'agit. Je vois qu'il s'agit aussi de la désindustrialisation française qui est en route. Tant que nous ne sommes pas capables de recréer une croissance plus élevée, et aussi plus créatrice d'emplois, nous serons dans cette situation où le chômage augmentera. C'est le 18 mois consécutifs. Je veux rappeler ici les engagements qui ont été pris par le président de la République. Tout faire, je dis bien tout faire, pour que, et c'est le sens, y compris, on va en parler, de l'accélération de notre pacte de compétitivité. Tout faire pour que le chômage s'inverse d'ici un an. Et tout faire, c'est quoi ? C'est d'abord agir sur la croissance, c'est stabiliser la zone euro, c'est aussi le sens de l'accord que nous avons passé il y a 2 jours sur la Grèce, pour faire en sorte qu'on retrouve confiance dans l'Europe. Et puis, c'est enfin mettre en place toute une série de politiques, je pense aux emplois d'avenir. J'en ai signé dans ma région avec Michel Sapin, qui est le ministre responsable il y a quelques jours. C'est mettre en place le contrat de génération, qui permet de garder un senior dans l'entreprise. Vous avez vu les chiffres de l'OCDE qui disent que finalement les prévisions de croissance ne seront pas de 0,3 à 0,8, comme 0,8, c'est ce que vous imaginez, vous n'y arriverez pas finalement. Non, vraiment, je respecte l'OCDE, je prends note de ce qu'il dit. Il prévoit une zone euro en récession l'an prochain, avec un recul du PIB de 0,1, et une France qui serait à 0,2, 0,3. Moi, je n'accepte pas ces chiffres en l'état. Ce que je sais, c'est qu'il y a une fourchette. Là, l'OCDE est dans le bas de la fourchette. Le haut de la fourchette est autour de 1%. Nous devons tout faire pour mobiliser le potentiel de croissance française. Et je redis ici que 0,8%, c'est un chiffre qui est volontariste, certes, mais réaliste. Et nous l'atteindrons à 3 conditions. Atteignable ? Oui, nous l'atteindrons à 3 conditions. Premièrement, poursuivre la stabilisation de la zone euro, retrouver la confiance. Hier, je voyais à Bercy les investisseurs et ce qui se passe en Grèce, c'est un signe extrêmement positif. Deuxièmement, faire en sorte que la consommation des ménages reste soutenue. Et donc, c'est la question du pouvoir d'achat. Et puis, troisièmement, relancer l'investissement. Et là, c'est l'objet, notamment, du pacte de compétitivité, investissement, embauche. Si ces 3 facteurs sont réunis, et c'est le sens de la politique que je mène au sein de ce gouvernement, alors oui, nous aurons 0,8 et nous aurons 2 en 2014. L'objectif des 3% est toujours atteignable aussi, le déficit, bien sûr. Bien sûr. Et il est nécessaire de surcroît. J'ai vu également que l'OCDE souhaitait qu'il n'y ait pas d'ajustement excessif. Je prétends que ce que nous faisons, c'est rigoureux, au sens intellectuel du terme. C'est un effort important, c'est 30 milliards d'euros, mais c'est nécessaire parce que nous devons nous désendetter pour que la France retrouve sa souveraineté, nous désendetter aussi pour financer des bonnes politiques, c'est-à-dire des politiques d'éducation, de justice, de sécurité, et pas des intérêts de la dette avec des taux d'intérêt qui dériveraient raison de plus pour être sérieux. Le sérieux de gauche, le redressement dans la justice et des comptes publics, c'est ça aussi le cap qui est fixé. J'avais presque envie de vous dire, on en parlait tout à l'heure, est-ce que le sérieux de gauche, c'est ça aussi les propos d'Arnaud Montebourg, mais je voudrais quand même terminer cette histoire de chômage parce que vous savez, vous êtes expérimenté que c'est quand même une des conditions du moral des Français, une des conditions de leur choix politique.
Quand est-ce que vous assumerez les chiffres? Parce que vous me dites, oui, mais c'est une partie du passé et notre dispositif n'est pas encore, j'allais dire, à plein rendement. Mais c'est vrai que ce matin, avec Mickaël, on se retrouve face au ministre de l'économie, on a envie de lui dire, mais quand est-ce que la gauche va assumer ces 6 mois de pouvoir et se dire finalement qu'elle a quand même une part de responsabilité dans le fait... C'est pas agressif, et c'est une constatation. Guillaume Durand, moi je suis, je dirais, lucide. D'abord, si je rappelle ces chiffres, si je rappelle les 70 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur, si je rappelle les 1700 milliards d'euros de dette publique, si je rappelle les 3 millions de chômeurs, si je rappelle les 750 000 emplois perdus au cours d'une décennie, je parle d'emplois industriels, c'est pas pour le plaisir et c'est surtout pas pour accabler davantage l'UMP, c'est fait. C'est fait parce qu'ils ont perdu les élections et c'est fait parce que eux-mêmes sont dans une attitude qui est vraiment une attitude... Oui, mais alors le basculement, je dis ça est-ce qu'on peut avoir une date qui permettra de laisser une perspective optimiste pour les gens en disant... Je vais vous répondre, mais si je dis ça, c'est parce qu'il faut mesurer que c'est en quelque sorte un stock, un leg, un héritage, et que le redressement des comptes publics, redressement de la production, ça prend du temps. Mais je ne dis pas... Combien de temps? Alors, je vais vous dire, voilà ce que sont nos objectifs. Premièrement, et le président de la République l'a dit, inversion de la courbe du chômage, si possible, à la fin de l'année 2013, et ça suppose à la fois que la croissance soit plus élevée possible, et deuxièmement que les dispositifs que j'ai évoqués, emploi d'avenir, contrat de génération, pacte de compétitivité, fonctionnent. Et c'est pour ça que nous devons les mettre en place à fond et vite. Et c'est ça la consigne du président de la République. Ça, c'est le premier butoir. Deuxième butoir, 2014. Vous m'interrogez, je suis sur la radio économique, je réponds précisément. 2014, que la dette publique voit son cours s'inverser. Elle est aujourd'hui à 91%. Nous souhaitons que cela diminue. Troisième affaire, la réduction de la part de la dépense publique dans le PIB, pour aussi libérer un certain nombre d'énergie et faire en sorte qu'on dépense mieux dans ce pays. Et bien ça, c'est aussi pour le courant de cette année. Et enfin, l'équilibre des finances publiques, 3% en 2013, et puis le retour à l'équilibre vers 2015, 2016, 2017. C'est ça l'objectif. Voilà ce qu'est ma feuille de route. Je sais que l'année 2013 est une année difficile, parce que c'est l'année où il faut faire à la fois l'effort maximal, avec une croissance... en 2013 finalement. Mais pas du tout. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Quand il y a 45 000 chômeurs de plus ce mois-ci, on ne fait pas une croix, on est conscient que c'est une année d'effort, que c'est une année de redressement, dans laquelle le gouvernement déploie toute son énergie pour faire en sorte que la croissance soit la plus forte possible et donc la création d'emplois la plus forte possible. C'est l'année où le gouvernement déploie toute son énergie pour que... Donc l'accélération du calendrier, soyons conscients que c'est vrai, tout ça portera ses fruits dans le moyen terme, et cela a été dit de la manière la plus claire. Dire la vérité aux Français, c'est important. Vous avez parlé du sérieux de gauche tout à l'heure. Est-ce que Montebourg est sérieux en menaçant Mittal? Vous avez déjà toute la presse internationale qui commence à s'interroger sur cette idée de nationalisation partielle. Et si on prend un dossier, par exemple, que vous connaissez, que nous connaissons avec Mickaël, qui est celui de Peugeot, General Motors, qui est en train de s'interroger, est-ce qu'on les rejoint, est-ce qu'on les rejoint pas? S'il y a des nationalisations partielles, vous savez comme moi qu'ils ne vont pas le faire. Alors est-ce que ce matin, vous êtes là pour rassurer les chefs d'entreprise, notamment les capitaux étrangers? Est-ce que Montebourg est vraiment sérieux? Et je ne suis pas là pour rassurer les capitaux étrangers, je suis là parce que vous m'avez invité ce matin. Enfin bon, vous avez un rôle déjà, mais qui ne consiste pas simplement à discuter avec nous. Je vais vous répondre à la fois aux investisseurs étrangers, et puis est-ce que Montebourg est sérieux? Alors, oui, c'est le ministre du redressement productif, il mène sa tâche avec son énergie, sa créativité, son courage, son style, nous sommes différents. Mais en même temps, moi, je suis un ministre solidaire des autres. Et je ne pense qu'il faut d'ailleurs faire en sorte que chacun soit dans son rôle, c'est très important. Et si je regarde le fond de l'affaire, non, nous n'allons pas tout nationaliser. Je veux dire à ceux qui s'intéressent à notre industrie, qui sont bienvenus en France, que la France est une terre attractive pour les investisseurs étrangers. Je le disais hier, vous savez, c'est un roadshow devant des investisseurs qui venaient en France, qui d'ailleurs ne m'ont absolument pas interrogé là-dessus. C'était des investisseurs anglo-saxons. Donc premier point, France, terre d'attractivité. Deuxième point, il y a un cas particulier qui est ce cas Mittal, avec, c'est vrai, un site qui est symbolique, qui est le site de Florange, où M. Mittal a pris des engagements extrêmement... Et c'est le bras de fer, comment est-ce que vous allez faire pour le convaincre? Mais si vous me laissez expliquer, je le ferai. M. Mittal a pris des engagements très forts il y a quelques années, c'était à l'égard de M. Sarkozy, la gauche a pris des engagements également très forts, nous faisons tout pour sauver le site, et en effet, il y a un conflit sur ce que M. Mittal est prêt à vendre ou pas à vendre. Nous souhaitons une reprise intégrale de tout ça. Et il n'en veut pas à ce stade, d'où les propositions d'Arnaud Montebourg. Et je dis ici au passage que dans une situation particulière, la nationalisation temporaire, dès lors qu'il y aura un repreneur, avec une attention. dans une situation particulière, je ne parle pas de toute l'industrie, je ne parle pas de PSA, je ne parle pas de General Motors, je parle de Mittal, là, à Florange, dans une situation particulière, la nationalisation temporaire, et cela a été dit, y compris par le président de la République, fait partie de la panoplie des solutions. Mais nous sommes entrés hier dans une phase qui ne vous aura pas échappé de nouvelle, puisque c'est le président de la République lui-même, François Hollande, qui a reçu M. Mittal, et ils sont convenus
qu'il y aurait des discussions qui se poursuivraient jusqu'au bout entre l'État et Mittal, jusqu'au terme de la reprise prévue. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je pense que c'est un cas très particulier, très symbolique, très fort, et qu'il faut aborder avec à la fois beaucoup de détermination, beaucoup de sérénité et une méthode éprouvée. Pierre Moscovici, vous avez parlé des anglo-saxons. Vous avez entendu le maire de Londres hier qui vous appelle les sans-culottes et qui appelle finalement les investisseurs étrangers à aller vers Londres, le fameux tapis rouge, encore une fois. J'ai entendu ça, mais M. Boris Johnson, les conservateurs britanniques, ce sont des gens comme un tout petit peu plus particuliers, qui ont sans doute leur charme. Pas de sans-culottes, alors. Mais arrêtons avec ça. D'ailleurs, entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, on doit avoir des relations qui sont tout à fait différentes et beaucoup plus respectueuses. Non, moi je parlais d'autre chose. Je parle de ceux qui regardent la France. Et la France reste la destination favorite, une des destinations favorites des investisseurs. Ils ont raison. Et quand on parle de nationalisation, ça va peut-être leur faire peur. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de nationalisation de tout, il ne s'agit pas de nationalisation définitive, il s'agit, le cas échéant, car ça n'est qu'une des solutions envisageables, d'une discussion, d'une décision qui serait prise pour un site particulier, dans une situation particulière, et on est aussi dans un autre processus qui est plus large, la discussion, le dialogue. Donc, n'en faisons pas un cas général, et prenons ça avec beaucoup de pragmatisme. Est-ce que c'est vrai qu'on va alléger la dette de la Grèce d'une manière extrêmement significative ? Ce qui est vrai, c'est que nous avons trouvé un accord pour la Grèce qui permet de débourser d'ici à quelques semaines 43,7 milliards d'euros, ce qui est nécessaire pour que ce pays puisse vivre, tout simplement. Ils font des efforts considérables et ils mènent des réformes qui sont extrêmement difficiles, qui pour le coup n'ont rien à voir avec ce que peut faire un pays comme la France, qui est un pays qui a des forces énormes, encore une fois, et sur lesquelles il faut absolument faire fond. Et nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Je vais prendre quelques exemples parce qu'il faut nous comprendre. On baisse les taux d'intérêt des bailleurs de fonds à la Grèce. On fait en sorte que les banques centrales ne touchent pas des profits des titres qu'elles détiennent sur la Grèce. Mais enfin, on ne fait pas quand même non plus de profit sur le malheur des peuples. Donc il s'agit bien de ça. Pour le reste, il n'y a pas de mécanisme d'annulation ou d'effacement de la dette. Je vais quand même répondre. C'est ce que réclame Mélenchon à chaque fois qu'il va à la télévision, à la radio. Nous avons fait beaucoup. Moi, j'y ai passé 3 jours, 2 nuits, pour un accord qui est un bon accord dans lequel la France a joué son rôle de facilitateur. Les contribuables français, là-dedans, ils vont devoir il y aura des manques à gagner peu sur les deux thèmes que j'ai évoqués. Mais qui va défendre ici l'idée qu'il faudrait que nous continuions à faire des profits, les banques centrales, sur les titres qu'on détient sur la Grèce? Pierre Moscovici, est-ce que vous confirmez les informations Jean-Marc Ayrault annonce qu'il pourrait y avoir une utilisation de la CSG pour notamment la réforme sur la dépendance. Non, je ne confirme ni n'infirme. Parce que, encore une fois, je le dis, moi je suis ministre dans un certain domaine. La réforme de la protection sociale est étudiée par un haut comité. Nous verrons les conclusions. Mais en revanche, je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, mais elle est très importante, sur l'accélération du crédit d'impôt. Parce que ça ne plaît pas, notamment sur votre gauche, ça ne plaît pas beaucoup. C'est fondamental. Quand on a la situation du chômage que nous connaissons, avec ce taux de chômage élevé, avec les 45 000 chômeurs de plus, quand on a le déficit de compétitivité que pour le coup nous a laissé sur ces 10 dernières années, et je rappelle qu'en 2002 la France était le leader et qu'aujourd'hui elle a décroché, même si elle reste forte, eh bien il est important de mettre en place des mesures qui stimulent l'investissement et l'embauche. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons aller vite. Et aller vite, ça veut dire que le 1er janvier 2013, les entreprises pourront anticiper sur 4% de baisse dans un premier temps, 6% dans un deuxième temps, donc des cotisations sur la masse salariale, pour faire en sorte d'embaucher, d'investir, d'accumuler des créances sur l'État à travers le crédit d'impôt. C'est la décision qui a été prise. Et moi, j'appelle les socialistes à comprendre ça. Parce que l'emploi, c'est l'intérêt général. L'emploi, ce sont les citoyens auxquels nous devons répondre. Et ça suppose que le mécanisme soit extrêmement simple, extrêmement rapide. C'est le choix que nous avons fait. Parce que notre priorité, c'est le combat pour l'emploi, c'est la lutte contre le chômage. C'est là-dessus que nous devons être mobilisés, parce que c'est là-dessus que nous serons jugés. Donc, moi, j'irai tout à l'heure expliquer ça à la Commission des finances. Je parlerai à mes amis socialistes pour leur dire, franchement, là, soyons simples, soyons rapides, soyons concrets, soyons mobilisés. Et ce crédit d'impôt, compétitivité-emploi, c'est une des réponses au déficit de compétitivité français. Mobilisons-nous et faisons-le dans le respect de nos valeurs. Demandons des contreparties aux entreprises. Ça, c'est important. Pas de conditions. Pierre Moscovici, ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci, bonne journée à vous, Mickaël. Bonne journée. On se retrouve demain.